Bonjour chers auditorices, je suis Louis Duruflé et bienvenue dans ce 4e épisode sur le matrimoine dans le Hainaut. Après avoir exploré le quotidien des femmes du Nord, il est temps de s'intéresser à un phénomène social fondamental dans cette région. Je veux bien évidemment parler du travail. Les femmes ont toujours travaillé, mais leur travail n'a pas toujours été reconnu. Depuis le 19e siècle et la révolution industrielle, le prolétariat s'est petit à petit féminisé. Des grandes étapes marquent la diversification du travail féminin et la sortie progressive pour certaines femmes de la maison pour aller à l'atelier, à l'usine, puis dans les entreprises. Nous reviendrons sur ces bouleversements dans les épisodes ultérieurs. Ce qui marque particulièrement la métropole lilloise, c'est le travail du textile. Les ouvriers sont alors surtout des ouvrières. J'ai rencontré Lydia Bachet, styliste, qu'on a déjà entendue dans des épisodes précédents. Je m'appelle Lydia Bachet, je suis née au Maroc et je suis arrivée en France dans les fin 69. Je suis maman de 3 enfants et grand-maman de 3 petits-enfants. Et je viens d'une famille de 10 enfants. Il y a 4 frères et 5 sœurs, plus moi, ça fait 6. On est 6 filles et 4 garçons. Nous sommes tous en France, oui. Mon papa, il a fait le regroupement familial dans les années 69 et voilà, toute la famille est réunie depuis en France. On est arrivé à Lille et puis après, forcément avec le travail, les déplacements, on est resté pratiquement toutes dans la métropole lilloise. Mon métier aujourd'hui, je suis couturière, créatrice. Alors c'est un métier que j'adore énormément, ça fait 46 ans que je pratique ce métier. Et depuis 2009, j'ai créé mon entreprise. Et cette entreprise qui grandit, exactement, c'est mon 4e bébé. Son atelier s'appelle l'étoile 3C2R et il est situé à Lys-les-Lannoy, près de Roubaix. On peut trouver toutes les infos sur les réseaux sociaux et je les mettrai également en descriptif de l'émission. Et là, je fais de la création sur mesure, je donne des cours de couture et je fais de la retouche justement pour pouvoir rencontrer plus de monde possible. J'adore avoir du contact, j'adore avoir les gens autour de moi. Et dans les cours, j'ai des enfants de 6 ans jusqu'à plus d'âge. Lydia Bachet est ce qu'on pourrait appeler une passionnée. Elle exerce son métier sans relâche, avec toujours le même désir du beau vêtement et de la satisfaction du client. Je passe plus de temps d'ailleurs dans mon entreprise, dans mon atelier que chez moi. Chez moi, c'est voilà, je passe juste pour dormir. Sinon, j'ai plus de temps ici et je ne vois pas le temps passer. Je m'ennuie pas du tout une seconde. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça va faire 48 ans. Et vous aimez toujours autant? Oui, j'adore toujours autant. Voilà, c'est... Quand vous voyez un peu la clientèle qui arrive et qui en partant, elle vous dit merci, j'ai été envoyée par un tel, mais vous êtes une perle, c'est génial, c'est génial d'entendre ça. Moi, je ne sais pas me vendre, mais quand j'entends les gens parler de moi, ça me fait vraiment plaisir et ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Et c'est ce qui me permet de continuer à faire ce métier le plus longtemps possible. J'ai ensuite demandé à Lydia de me raconter comment elle a appris son métier. De quelle manière ça s'est passé pour elle? Alors, ce métier, quand je suis arrivée du Maroc, forcément, la langue française était un peu plus difficile. Et quand je suis arrivée ici, il fallait bien intégrer une scolarité. Et par chance, je tombe sur Michel Servet à Lille. Et là, j'ai fait mon CEP, CAP, bonheur, et ensuite j'ai commencé à travailler dans des ateliers à la chaîne. J'ai commencé par un atelier à Ronchat pour faire des costumes hommes, tout ce qui était homme. Et au bout de quelques années, bien maîtriser le métier, bien le connaître par cœur, je me suis dit c'est pas suffisant. Il a fallu que je cherche autre chose et là du coup je me suis retrouvée dans un atelier pour faire du féminin. Là, c'était très très bien. Pareil, j'ai travaillé là à la chaîne pour apprendre toutes les ficelles, toutes les matières, toutes les façons de faire. Génial. Forcément, il me manquait l'enfant. J'ai démissionné pour chercher un atelier pour faire la layette des vêtements enfants. Et là, pour le féminin, j'étais à l'homme, dans les ateliers même. Et puis pour l'enfant, je suis partie travailler à Lille
Et là, c'était de la layette et tout, c'était génial, j'ai travaillé là. Une fois que j'avais tout ça, il me fallait quelque chose où je pouvais vraiment essayer de maîtriser tout ça. Et là, je suis partie travailler chez Le Mailleux aussi, parce que c'était de la maille, pour avoir travaillé aussi la maille. Et par chance, j'étais dans tout ce qui était prototype, collection. Ça m'a permis d'apprendre un peu à gérer le personnel, à gérer le travail, à savoir comment être gestionnaire dans tout ce milieu. Et après, après tout ça, je me suis dit, bon, il manque quand même un petit quelque chose supplémentaire. Je suis partie travailler dans le social, toujours dans le secteur adulte, mais dans le social, pour s'occuper de tout ce qui était atelier, tout ce qui était gestion, tout, vacances famille, pour voir un peu ce que je peux obtenir en faisant tout ça. Une fois que j'ai le métier de couture, j'ai le métier à peu près, connaître des petites ficelles de gestionnaire et tout ce qui est social pour pouvoir recevoir du monde et voir comment on peut gérer le personnel, je me suis dit, hop, l'opportunité de m'installer. Et là, je me suis lancée à me dire, ça y est, je crée mon entreprise. Et je me suis lancée à créer mon entreprise à l'âge de 50 ans. Au départ, quand j'ai appris, moi, à l'école, c'était à l'école. Et puis après, quand on va dans un atelier du travail, on est obligé de se lancer. Bon, c'est vrai qu'on est là en tant que stagiaire au début pour voir un peu comment on fait. Et là, on nous apprend mais vraiment à travailler sur toutes les machines pour être vraiment manutentionnaire. C'est-à-dire qu'on te met sur n'importe quelle machine, il faut savoir la manipuler, il faut savoir la faire. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, et puis bon, au bout de certain temps, je travaillais beaucoup plus l'été, on allait dans les bars et tout. Et le jour où le patron est venu me voir, la contre-temps m'a dit, le patron il veut te recevoir, je vais le voir et tout. Il me dit, ça vous intéresse de travailler chez nous? Alors là, c'était le bonheur. Alors qu'est-ce que je voulais faire? Au lieu de poursuivre les études, je me suis dit, bon, je vais avoir des sous. Je vais commencer à gagner ma vie. Hein. Et c'était quand même dans les années 73. C'était vraiment les plus belles années pour travailler, quand on ne pouvait pas claquer une porte et repartir une autre, trouver du travail facile. Et c'est là où j'ai vraiment démarré mon activité, à dire, voilà, la chaîne, le rendement, la chaîne, le rendement. C'était éprouvant, c'était fatigant, c'était épuisant. Voilà, tout le monde le dira, quand on travaille dans des ateliers comme ça, c'est la fatigue. Mais je garde toujours des bons souvenirs. Moi, je trouve que c'est une chose qui m'a vraiment permis d'avancer et de poursuivre ce métier malgré les difficultés. Et vraiment, ouais. Souvent, on retrouve parmi les femmes que j'ai interrogées un vrai désir de transmission. Pour Lydia, par exemple, de transmettre son métier, ses valeurs, sa passion et l'histoire industrielle qu'elle porte en elle. Elle ne serait pas au micro sinon. Et pour ceux qui font appel à elle, eh bien, de retrouver un savoir auquel on n'a plus accès. Un savoir jusqu'ici gardé par nos aînés, mais qui n'a pas été transmis. C'est venu vraiment bêtement entre parenthèses. Quand j'ai commencé à travailler dans le social et animer des ateliers, j'ai vu qu'il y avait de l'attente et de la demande. Et je me suis dit, bon, si les gens sont à la demande de cours, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ne pas l'intégrer dans mes projets? Et j'ai commencé à l'intégrer dans les projets. Et du coup, une fois que je suis installée, je me suis dit, voilà, comme j'avais déjà commencé à le faire, c'est parti de là. Et une fois que j'ai lancé, que j'ai commencé à faire mes flyers, ma pub et tout ça en disant les cours, mais je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de demandes. Voilà, je me suis lancée en disant, bon, on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, c'est pas ma priorité, quoi. Les cours, ma priorité, c'est de la création. Tout compte fait, au jour d'aujourd'hui, je privilégie beaucoup les cours et la retouche que la création. Parce que je me trouve, voilà, je m'éclate énormément avec les gens quand ils viennent, quoi. C'est parti de là. Et là, je me dis, là, j'ai encore de la demande de parents, parce que je lance un mini-stage couture à partir de la semaine prochaine pour les enfants. Il y a de la demande. Là, j'attends juste ma fiche, elle n'est pas finie. J'ai du retard dans mes fiches pour le renvoyer pour les inscriptions. Oui, il y a de l'attente, il y a une liste d'attente. J'ai des clientes qui, là, actuellement, ils commencent à travailler pas mal de soie, des tissus un peu fragiles, délicats et tout.
Voilà, ils ont besoin, et pour leur propre plaisir, c'est même pas pour dire de faire ça, c'est vraiment pour leur propre plaisir. Alors, je me dis, c'est super, c'est excellent. Pour vous dire, quand pour l'instant, je suis, depuis que je suis à Nice, j'ai pas encore la demande, mais quand j'étais à Roubaix, j'avais des étudiants d'ESMOD qui venaient me demander de l'aide de fin d'année, pour leurs études de fin d'année, pour leur collection de fin d'année. Quand je les vois arriver en me disant « On a besoin de votre aide, est-ce que vous pouvez nous aider pour la collection de fin d'année, pour notre concours, pour notre défilé ?» Waouh, c'est beau, c'est beau. Je me dis « Mais c'est jeune, ça y est. » C'est-à-dire, ce métier ne s'arrêtera jamais. Quoi qu'on fasse, ça n'arrêtera jamais. Que ce soit les petites mains, ou comment on dit, ou les grands couturiers, ou juste l'apprentissage simple, il y en aura tout le temps. Il y en aura tout le temps. Parce que de toute façon, sans, on ne peut pas être habillé. Voilà, il faut que ça se transmette, sinon c'est pas possible, c'est impossible. À Roubaix, ça restera toujours. Même s'il y en a pas autant, mais ça restera. Là, il y a vraiment 4 commerçants, entre parenthèses, sur Roubaix, voilà, ils ne partiront jamais. Voilà, on est là, ils sont incrustés. Et du coup, voilà, on travaille énormément ensemble. Avec elle et tout ça, Roubaix, c'est Roubaix, quoi. C'est Roubaix. Ah oui, résilience aussi, là, ils sont partis à faire des choses. Mais je trouve que ça y est, voilà. Il n'est pas mort, ce métier, il n'est pas mort. Il a pris une claque, comme tout, bien sûr, avec de travailler à l'extérieur, envoyer... voilà, la décolonisation, tout ce qui s'ensuit et tout. Mais tout compte fait, on s'est bien rendu compte que Made in France, ça sera Made in France. Hein. Et là, on revient aux racines, on revient au métier de nos ancêtres. Hein. On ne peut pas faire autrement que de revenir là-dessus. On revient au métier de nos ancêtres. Ce que raconte Lydia Bachet me rappelle ce que dit Nicole Kwan sur l'impression de porter un métier depuis longtemps exercé et de la connivence qui peut exister entre collègues, y compris pour les tâches les plus cocasses. Je travaillais donc dans l'établissement Herbaut de Nelin, qui faisait les costumes d'hommes. Il faisait donc les vestes, les pantalons, les beaux costumes. Culottière, ça c'est faire le pantalon, la pièce entière. Donc depuis le début jusqu'à la fin du pantalon. À Roubaix, c'était rue de l'Espérance. Pas loin, à peu près en face des Beaux-Arts à l'heure actuelle et de la piscine de Roubaix. C'était la marque Herbaut de Nelin. Il y avait un grand magasin rue de l'Alouette où les gens venaient demander, prenaient des mesures et pour un costume. C'était quand même une maison qui avait une bonne réputation à l'époque. Hein. Il y a combien, allez, 25, 30 ans que c'est fermé. Il n'y a pas plus, en tout cas. Bon, moi, je l'ai jamais fait parce qu'en principe, on évitait que ce soit les femmes qui prennent les longueurs de pantalon. Hein. Mais pour prendre une longueur de pantalon, il fallait aller à l'entrejambe de ces messieurs et mesurer l'entrejambe du pantalon. Or, comme c'était de la très très belle confection, on devait le demander, c'était très simple. Vous le portez par où? À droite ou bien à gauche? Ah, et pourquoi? Parce que ça avait de l'importance pour l'aise du pantalon. Et pour ne pas gêner quand il y avait une femme qui devait prendre les mesures, on mettait le mètre ruban sur une règle, et c'est la règle qui allait entre les jambes du monsieur. Voilà l'histoire de la braguette. Morissette Marquilly, interviewée dans le cadre de l'exposition Fibres féminines, a étudié comme Lydia Bachet au lycée Michel Servet à Lille. J'allais au lycée Michel Servet, ici à Lille. Quand j'ai eu mon CAP, ils nous ont donné quelques noms d'entreprises qu'on pouvait se présenter. Donc je suis allée rue Négrier, c'était la première, on m'a dit on va vous faire un essai. Et puis avec ça, ils m'ont gardée. J'ai resté là jusqu'à la fermeture, c'est-à-dire 11 ans. Avant, vous quittiez une entreprise, tout de suite, vous trouvez. Hein. J'ai été très peu au chômage. Hein. J'ai peut-être été, je vais vous dire, 6 mois au chômage, mais pendant ma carrière. Hein. Il y a une chose qui m'a marquée. Je travaillais dans une autre confection après quand...
Et là, on avait travaillé toute notre semaine à fond. Parce que là, c'était une boîte que ça tournait. On travaillait pour Promode, Pinky. Après, il y a aussi Camailleux. On travaillait aussi. Et quand vous arrivez le lendemain, que vous voyez que la porte, elle est fermée, tout le monde est sur le trottoir, on frappe pour le concierge qui vient nous ouvrir. Il y a personne qui vient vous ouvrir, on se demande qu'est-ce qui se passe. Même notre petite chef, qu'elle était là, elle est arrivée, elle prenait le bus. Elle dit, comment que ça se fait? Elle dit, elle non plus, elle n'était pas au courant. On a attendu jusque 9h. Là, il y a des messieurs qui sont venus nous ouvrir. Et quand on est arrivé dans le couloir, on nous a dit, vous allez dans vos vestiaires, vous restez dans le vestiaire. Et là, quand après, tout le monde est arrivé, parce qu'il devait avoir quelqu'un de Pôle emploi, tout ça, qui est venu. Tous les fils, ils étaient coupés des machines. Et on n'avait plus de travail. Et le patron, il n'y a pas eu le prêt. Il avait demandé un prêt pour nous continuer à travailler. Et le patron, il n'a pas eu à la banque. Donc, on était tous au chômage. Vous allez comme ça dans une entreprise, vous arrivez le lendemain. Nous, on avait dit, on va se dépêcher, on a bientôt fini notre boulot. Je veux dire, ça fait drôle. Ça s'est passé il y a longtemps, hein, mais je l'oublierai jamais. Hein. Alors je pense que le doute n'est pas vraiment permis, mais Lydia Bachet est effectivement une styliste encore en activité. Les défilés l'attendent prochainement. Alors, les vêtements, je fais surtout des ventes quand je fais des défilés. Voilà, on a réalisé 2 défilés à l'Ombre-les-Doués. On en a fait un au théâtre Pierre de Roubaix. Et j'en ai fait un à la galerie des Tanneurs à Lille. Et là, c'est comme ça qu'on a fait un peu la vente de mes créations. Et voilà, ça se passe bien. Là, on a créé un site, un vrai site internet qui est là en place. Et par la suite, il y aura aussi des petits vêtements qui seront là-dessus. C'est ma nièce qui gère ça, je ne sais pas du tout, je ne suis pas du tout dedans, je ne connais rien du tout. Et je pense que ça va être une petite boutique comme ça, plus une petite vitrine ici chez moi par la suite. J'attends de tout installer. Le défilé a été fait avec du tissu du Burkina Faso. Et le deuxième défilé, ça a été fait avec le tissu du Burkina et un mélange de tout ce qui est recyclage. Tout ce qui est zéro déchet, comme je vous le dis. Il y avait des vêtements avec des sacs de blé, il y avait des choses avec des... C'est intéressant. Ouais. Ah oui, c'était chouette, c'était très très chouette à faire, et puis voilà. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous, à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, de cette manière, que nous ferons entendre la voix de celles qu'on entend peu, et qui pourtant ont accepté de témoigner à ce micro. Ce podcast est un podcast du studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé. Certaines musiques sont de Unicorn Heads et d'autres de Francine Cocampo de Dixit Talkers. Vous pouvez écouter sa musique sur les plateformes musicales, son 2e album est sorti le 16 septembre dernier. Pour cette émission, je tiens à remercier Lydia Bachet. Je veux également remercier les Archives nationales du monde du travail et l'École supérieure d'art appliqué au textile de Roubaix, qui m'ont permis d'utiliser des enregistrements issus de leurs archives. L'exposition Fibres féminines, dont est issu le témoignage de Nicole Coine et de Morissette Marquilly, est accessible en ligne. Vous retrouverez les liens dans la description de cet épisode et sur le Facebook du studio Flamboyance. Merci, un grand merci au collectif HF Hauts-de-France d'avoir soutenu le projet. Toutes les actions matrimoine sont à retrouver sur leur Facebook. Allez, à la semaine prochaine!
Merci.